Célébration indifférée au Burkina de la 42e journée mondiale de l'alimentation. Aujourd'hui, des acteurs dont ceux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO étaient réunis. L'accent a été mis sur la sensibilisation et l'action en faveur des personnes victimes de la faim, à suivre dans un instant. Maître Benewende Sankara de l'UNIR MPS était dans la foule de citoyens mobilisés ce matin pour s'enrôler volontaires pour la défense de la patrie. Nous sommes à moins de 24 heures de la clôture de l'opération. L'adhésion doit être motivée par l'engagement patriotique et non le populisme, souligne bien Maître Benewende Sankara. Et puis en fin de journal, en sport, championnat national Ligue 1, le Real du Faso et le Majestic, un rattrapage pour le compte de la 7e journée. On fait match nul, un but partout. Ces deux équipes au bas du tableau enregistrent donc chacune un point de plus. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce 16 septembre, 42e journée mondiale de l'alimentation et célébration indifférée aujourd'hui au Burkina qui enregistrait en 2021 donc des chiffres importants sur la sécurité alimentaire. Les acteurs du domaine placent la présente célébration sous le signe de l'amélioration de la production, de la nutrition et de l'environnement ainsi que des conditions de vie. Ce donc dans le souci de renforcer la sensibilisation et l'action en faveur des personnes victimes de la faim dans le monde. Nous en parlons avec Alexis Wankouni Belemnaba. Sur le plan national, 83,5% des femmes en âge de procréer n'avaient pas accès à une alimentation diversifiée. 21,6% d'enfants ont eu un retard de croissance ou souffrent de malnutrition selon les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 2021. En cette 42e commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation, le gouvernement burkinabé veut inverser cette tendance. Dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire et économique, le département de l'agriculture approuve un plan opérationnel de soutien de la production intensive au cours de cette saison. Nous sommes en train de réfléchir pour engager les réformes qu'il faut, les actions qu'il faut pour que dès la campagne humide prochaine, nous puissions travailler de sorte que la production soit améliorée de manière significative. Nous ne visons pas 2% d'augmentation ou 5%, c'est 20 à 30% au moins pour la première session. Et lorsque les productions sont importantes et diversifiées, nous sommes sûrs d'atteindre la sécurité alimentaire dans une perspective très proche. Sur le plan scolaire, seulement 39,7% d'écoles primaires sont dotées de cantines. Pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle, cela nécessite l'engagement de tous les acteurs. C'est pourquoi les partenaires burkinabés réitèrent leur engagement à apporter leur soutien technique et financier pour la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies adoptée au sommet mondial sur le système alimentaire. La production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie appelle à une convergence d'engagement et d'actions concrètes des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des héros de l'alimentation, etc., pour une transformation rapide des systèmes agroalimentaires et pour une redistribution équitable de nos ressources. Il nous faut impérativement et au plus vite centrer et inverser cette tendance négative pour concrétiser la vision d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition en changeant nos modes de production, d'approvisionnement et de consommation. Le ministre en charge de la protection sociale, Bassolma Bazié, exhorte les producteurs burkinabés à s'engager pour la concrétisation des objectifs fixés. Pour venir à bout de la précarité alimentaire et nutritionnelle, j'invite tous les acteurs à fédérer les énergies, mutualiser les ressources et à s'engager résolument dans l'action pour relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. J'adresse mes félicitations au comité d'organisation et à tous ceux et celles qui ont donné de leur pour la réussite de cette célébration.
Cette commémoration est aussi marquée par une visite des expositions des productions alimentaires locales et un don de kits scolaires aux élèves. Et une initiative qui peut être comptée dans la question de sécurité alimentaire, un atelier de formation sur la nutrition au profit des producteurs et transformateurs des produits locaux. Initiative de la Fondation Conrad qui s'étend sur 48 heures. Les participants vont plus exactement acquérir des notions sur les habitudes d'hygiène, les modes de cuisson et leurs effets sur la qualité des aliments transformés. Ils pourront donc ainsi mieux s'adapter aux normes internationales. Nous en parlons avec Mamétri Anakamabou. Ils sont producteurs, transformateurs ou encore chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire. Ils participent à cet atelier de formation en nutrition. Initié par la Fondation Conrad, cet atelier de formation vise à outiller ses participants sur les préoccupations liées à leurs activités. Ces préoccupations se résument entre autres sur la qualité des aliments transformés et le mode de cuisson de ces aliments. Jocelyne Vokuma, formatrice. Donc vous comprenez que c'est un domaine délicat qui demande que les connaissances soient à jour et qui relève de nos comportements quotidiens. De non-respect de normes peut entraîner des complications pour le consommateur et nous avons vraiment besoin d'insister sur ces aspects liés à la rigueur que le fabricant, la transformatrice et la productrice doivent avoir pour que leur produit soit un produit fiable et qui ne cause pas de risque aux consommateurs. De plus en plus, des Burkinabés se lancent dans la transformation des produits locaux. Mais qu'en est-il de la question d'hygiène, d'autant plus que le Burkina Faso dispose d'une loi qui régit l'hygiène publique des denrées alimentaires. Cet atelier de formation est donc une occasion pour ses participants de comprendre les enjeux réglementaires de cette loi et d'apprendre à travailler dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. La consommation à grande échelle demande une exigence que forcément la consommation domestique n'impose pas. Donc cette hygiène s'impose à soi-même d'abord avant d'être une préoccupation à l'endroit des consommateurs. C'est celui qui vit discipliné, c'est chez lui que ça va de soi d'agir dans la discipline de l'hygiène. Et en matière d'hygiène, la cuisine est plus exigeante que tous les autres secteurs. La cuisine, la transformation, même la production. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le bio. Cet atelier de formation en nutrition est bien accueilli par ses participants qui visent à commercialiser leurs produits sur le plan international. Non seulement de mieux vendre sur le plan national et sur le plan international, au niveau familial aussi. Ça va améliorer le bien-être de la famille. Parce que quand on mange bien, on ne tombe plus malade assez. Et ça va réduire les coûts d'ordonnance et les coûts des frais de consultation. Donc quand on mange bien, non seulement au niveau de la famille, ça va nous apporter beaucoup de choses. Et sur le plan commercial, on pourra mieux vendre les produits et, voilà, et améliorer les conditions de vie et améliorer les revenus même de ces femmes. La Fondation Conrad, initiatrice de cette formation, intervient dans les domaines comme la sécurité, le droit de la femme, la sécurité alimentaire. Ce présent atelier de formation en nutrition, hygiène et mode de cuisson et leurs effets sur la qualité des aliments transformés se tient du 17 au 18 novembre 2022. Une trentaine de journalistes a été outillée aujourd'hui sur la lecture des indicateurs et des données démographiques. Cette formation intervient dans le cadre de la publication bientôt de la 5e enquête démographique et de santé réalisée en 2021 par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD. L'Institut a voulu en effet corriger certaines erreurs souvent commises par les journalistes dans l'interprétation et l'utilisation des données démographiques. Linda Sarakaboré était participante à l'atelier, son reportage.
Dans la perspective de la diffusion des résultats de la 5e enquête démographique et de santé réalisée du 30 juillet au 30 novembre 2021, l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD veut s'assurer que la presse ait une bonne compréhension des données. Cette formation dispensée à ces journalistes va leur donner les clés de lecture en vue d'aider les populations à mieux comprendre les résultats de la 5e enquête démographique. Il n'est pas rare de constater dans la presse, comme dans les conversations de tous les jours, des erreurs que les utilisateurs commettent dans l'interprétation et l'analyse des indicateurs statistiques. À titre d'exemple, l'espérance de vie est souvent interprétée comme l'âge maximal que l'on peut espérer avoir, ou encore l'inflation qui est mal comprise par la ménagère. Ces interprétations, parfois erronées, sont très souvent dues à des insuffisances de communication de la part des producteurs de statistiques qui ne prennent pas souvent le soin de donner un contenu clair au concept qu'ils utilisent. De ce fait, nous pensons qu'il est important de corriger ce déficit en organisant des formations ou des échanges autour des données. Cet atelier de restitution a permis aux participants de comprendre ce qu'est un indicateur démographique et toutes les informations utiles pour bien l'utiliser. Et cela grâce à l'équipe technique chargée de réaliser l'enquête. On aura des modules sur la fécondité et la mortalité. On a également des modules sur la planification familiale. Parce que la planification familiale, en fait, c'est des éléments qui ont un impact sur le module que nous avons appelé fécondité. Donc, il y a le module sur la planification familiale, il y a des modules sur le VIH-Sida, il y a des modules sur la nutrition, il y a des modules sur la santé de la mère et de l'enfant. Une trentaine de journalistes ont pris part à cette formation, une formation bien appréciée par ces derniers, utilisateurs et relais majeurs des données statistiques qui sont convaincus d'être désormais à l'abri des informations erronées. En tant que journaliste, par moment, on ne savait pas comment rendre parfois les informations statistiques données donc par les techniciens, par les statisticiens. Et aujourd'hui, avec cette formation, je pense qu'on a un petit bagage donc qui pourra nous permettre, nous aussi à notre tour, d'informer, de bien lire d'abord ces informations et d'informer donc les populations. C'est une très bonne chose vu que les résultats qu'ils ont obtenus c'est tellement technique, donc pour essayer de faire passer donc la pilule, si on veut, je peux m'exprimer ainsi, et il nous a exposé ça de façon simple. Voilà, pour que nous aussi nous puissions véhiculer donc le message à la population. Si ces initiatives pouvaient donc se répéter, ce serait très bien. Multiplier ce genre de formation est un message bien compris par les premiers responsables de l'INSD qui promettent revoir ce volet communication afin d'éviter les informations erronées. Nous sommes moins de 24 heures avant la clôture de l'opération d'enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie et l'affluence était encore plus forte ce matin au gouvernorat du centre et dans la foule. Maître Benewende Sankara Stanislas, donc président de l'UNIR-MPS, il s'est enrôlé en signe de patriotisme, dit-il, loin du populisme, accompagné de quelques responsables du parti. Stanislas Sankara s'est dit convaincu de la direction de sortie de crise donnée par les nouvelles autorités. Nous en parlons avec Maxime Jules Bambara. 11h, ce jeudi 17 novembre, au gouvernorat de la région du centre. Le président de l'UNIR-MPS, Maître Benewende Stanislas Sankara, dans une sorte de treillis militaire, accompagné de quelques responsables du parti, vient s'enrôler au rang des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Il prend la queue de la longue file d'attente avant de le rompre pour rejoindre directement les agents enrôleurs. Les documents nécessaires sont remis pour vérification. Puis, le récépissé de réception des dossiers délivré. Notre engagement est un engagement patriotique. Ce n'est pas du populisme. J'ai été moi-même CDR pour défendre la révolution. Aujourd'hui, je suis VDP pour défendre la patrie. La loi portant VDP a été votée quand j'étais à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que l'opposition, comme la majorité, avait voté cette loi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de parti doivent être des chefs de guerre pour aller au front. Et moi, je suis prêt avec mes militants
pour défendre le Burkina Faso. Pour Maître Sankara, cet acte s'inscrit en droite ligne des idéaux de son parti, l'UNIR MPS. À l'en croire, son choix est également motivé par la décision prise par le chef de l'État en Conseil des ministres de garder son salaire de capitaine en soutien aux personnes déplacées internes. En toute chose, il y a une occasion. Je pense que les nouvelles autorités m'ont convaincu parce qu'il y a des actes forts qui ont été posés par le capitaine Ibrahim Traoré, il faut le reconnaître. Et moi, ça m'a donné plus de confiance de m'enrôler. À la veille de la clôture des enrôlements prévus pour ce vendredi 18 novembre, c'est la forte affluence au gouvernorat. Et pour les candidats sur place, les décisions du président du Faso en Conseil des ministres relatives à la rémunération des membres du gouvernement ont été déterminantes. Je me sens maintenant qu'on a un pays, on a un dirigeant. Voilà, puisque le poisson pourrit par la tête. Si la tête est bonne seulement, après le reste va suivre. Le Burkinabé n'a pas compliqué. Le Burkina a besoin d'un homme intègre. C'est tout. C'est l'intégrité du président qui nous a motivés à venir. Selon l'article 19 de la loi du 21 janvier 2020, toute personne désirant s'engager comme VDP et appartenant à un organe dirigeant quelconque d'une organisation à caractère politique ou syndical est tenue de démissionner du dit organe avant son incorporation. Maître Benewinde Stanislas Sankara, président de l'UNIR MPS, dit être prêt à la démission à la tête de son parti. Et la suite de ce journal à Bobo Dioulasso, l'Institut Martin Luther King d'études politiques a donné sa lecture de la situation sécuritaire au Burkina. Il a été affirmé que le Burkina avait dépassé le stade du terrorisme pour celui d'une guerre interne d'occupation. L'Institut, après avoir donné son point de vue en fin de semaine donc, a fait cas de propositions en vue de contribuer à cette lutte contre le terrorisme. Le point avec notre correspondant Joseph Koudougou. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde, affirme Martin Luther King. L'Institut d'études politiques qui porte son nom face à la presse a donné son point de vue sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Pour cette organisation de la société civile, le pays a franchi le cap du terrorisme. Nous sommes carrément dans une guerre interne, mais par abus de langage, on parle chaque fois du terrorisme. Et quand un mal est mal diagnostiqué, évidemment, pour y apporter des réponses, c'est très difficile. Donc, selon notre entendement, le Burkina n'est plus au stade du terrorisme, mais plutôt au stade d'une guerre interne d'occupation. Et face à cette situation que notre pays traverse, l'Institut Martin Luther King propose quelques pistes de solutions. Pour nous, il s'agit de dynamiser et de reconstruire une idéologie active de l'unité nationale. Redéfinir la notion de la mort. Vous nous excusez, mais il est très important pour nous de redéfinir la notion de la mort pour un peuple. Parce que vous le constatez, avec le fait du terrorisme, la mort a pris une autre dimension, est devenue une autre réalité dans notre vie. Refonder sans attendre notre armée par un engagement institutionnel sans aucune complaisance. C'est de rendre la gouvernance suffisamment participative et inclusive pour chaque citoyen burkinabé. De former massivement tous les citoyens sans exclusif à l'art martial, à l'art de la guerre, pour se prémunir de toutes sortes d'agressions et d'attaques de nature terroriste. L'Institut Martin Luther King d'études politiques a saisi l'occasion pour annoncer la tenue d'un colloque en décembre sur les différents partenariats du Burkina Faso en matière de sécurité. Retour à Ouagadougou pour parler du président de la transition qui maintient son salaire de capitaine, c'est-à-dire qu'il ne touchera pas de salaire en tant que président. Le Conseil des ministres l'a annoncé hier à travers l'adoption du décret portant rémunération du chef de l'État, du Premier ministre, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Nous avons demandé à des citoyens ce qu'ils pensent donc de la décision du président de servir en contrepartie de son salaire de capitaine. Leur réponse dans cet élément. Je trouve ça très bien parce que bon, il n'est pas là pour l'argent,
Il est là pour sauver son pays. Il est là vraiment pour construire notre pays. Voilà, il n'est pas là pour chercher le luxe, pour aller construire d'autres pays, il n'est pas là pour s'amuser. Il est là seulement pour nous mettre notre pays là en sécurité. Par rapport au président Traoré, franchement, c'est une très bonne initiative qu'il a fait. Ça nous a tous touchés. Du moment qu'il nous a prévenu qu'il n'était pas un politicien, je pense qu'il peut renoncer à son augmentation de salaire et garder son salaire de capitaine. Mais il ne faudra pas qu'on oublie quelque chose. Même ce que le gouvernement a dit aussi pour les réductions de 50%, il faut qu'on passe toujours un contrôle parce qu'on n'a plus confiance aux hommes politiciens. Nul n'est parfait. S'il dit que avec son salaire, il peut finir avec les touristes, son début, je pense que c'est bon. S'il va continuer avec le cœur qu'il a, avec l'encouragement des populations, je pense que ça peut aller. Ce que le président Traoré et son gouvernement abattent comme travail est louable. Ça nous fait très plaisir, son abnégation, et nous avons foi que le terrorisme ne sera qu'une histoire au Burkina Faso. Ce que le capitaine a fait, c'est du jamais vu au Burkina, et par la grâce de Dieu, le terrorisme tire à sa fin au pays des hommes intègres. Les populations du village de Guessouendé, département de Tanguenda-Souri, ont fait la fête ce samedi car enfin, ils ont l'électricité. Près de 70 millions de francs CFA ont été investis par la Sonabel dans la zone en question. Les installations extensibles ont été inaugurées ce 12 novembre et des projets de développement ont tout de suite été engagés. Image avec Abdoulaye Migné. Les populations de Guessouendé, village situé dans la commune de Tanguenda-Souri, ont fêté l'arrivée de la Sonabel dans leur localité. Ces populations bénéficient ainsi du programme d'électrification de la Sonabel. Après plusieurs années d'attente à cette cérémonie d'inauguration, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Pour elles, au-delà de l'éclairage, l'électricité à Guessouendé permettra de mettre en place des projets de développement. C'est nécessaire qu'on fasse quelque chose de bien, qui soit non seulement rentable et qui va nous servir aussi à évoluer dans le bon sens de notre vie. Depuis l'installation même de l'énergie, il y a déjà un changement, puisque auparavant, vous voyez que nos mamans avaient au moins de la peine à aller vers les moulins, puisque c'est un peu éloigné de chez nous. Mais actuellement, je pense que d'autres sont en train de mettre ça en valeur et que ça va nous servir et nous servir aussi nos vieilles et nos vieux aussi. Le représentant du directeur général de la Sonabel s'est félicité de la réussite de ce projet d'électrification au profit des populations rurales. La réalisation de ce réseau a coûté près de 70 millions de francs CFA. Nous avons mis un transport qui permet donc de prendre toute la ville et éventuellement aussi les futurs clients. Donc c'est un travail qui a été fait dans le délai, comme je l'ai dit, vraiment assez bref, pour lesquels nous félicitons l'entreprise. Et je pense que ça permet vraiment d'améliorer la vie de nos frères et sœurs de la localité. Et le Sonabel ne peut être satisfait parce que c'est notre rôle. Cheikh Boni confie aux populations de Guessouendé qu'il est du devoir de la Sonabel de développer son réseau au profit des populations. C'est pourquoi il soutient que le réseau de Guessouendé est un réseau extensible au profit d'autres populations. En sport, le Real du Faso et le Majestic étaient face à face pour le compte du match en retard de la 7e journée de la Ligue 1. Classés tous les deux donc au bas du tableau, les deux équipes à la fin du match comptaient chacune un but qui permet donc de compter en plus un point. Les images de la rencontre avec Assami Touré. Pour ce match en retard, le public a été édifié d'un beau spectacle. Dès l'entame, c'est le Majestic qui se montre plus entreprenant. Il déroule son jeu avec plusieurs tentatives et à la 7e minute, il trouve la faille. Une belle combinaison et à la conclusion, Yul Walter qui ouvre la marque. Après ce but, on assiste à un jeu tendu. Plus de situations favorables jusqu'à quelques minutes de la pause. Avec cette action, mais Ibrahim Wangrawa rate le cadre. En seconde période, sur ce coup franc, Rachid Dao reprend de la tête le ballon, mais en deux temps, Ismaël de Portier de Real du Faso sauve sa cage.
Dans la foulée, Majestic manque de peu d'aggraver le score. Le coup franc de Mohamed Ouedraogo est renvoyé par le poteau droit. À force de pousser sans marquer, Real du Faso se réveille. Sur la seule véritable occasion de but, Aziz Demini Kiema égalise à 10 minutes de la fin du match. Refroidi par ce but, Majestic est ralenti dans sa lancée et plus rien ne sera fait jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes partagent donc la poire en deux avec ce score d'un but partout. Bon à prendre pour l'entraîneur du Real du Faso. Oui, c'est une satisfaction puisqu'on a eu un point, on a pris notre point. Nous, on aurait souhaité 3 points, mais comme vous voyez, c'est un ancien centre de formation contre un nouveau. Et il y a Falcao, même s'il a été mon joueur. Et ce qu'on connaît, nous sommes tous des instructeurs, on sait comment ces choses se passent. Bon, mais je félicite les enfants, ils ont bien réagi. C'est ce que nous sommes en train de leur apprendre pour qu'ils sachent ce que c'est que le football de première division. Et quand on a élevé le niveau, on peut avoir quelque chose. Par contre, ce sont des regrets chez le Majestic. Selon le coach, le match était à leur portée. Beaucoup de regrets parce qu'il faut dire qu'on croyait cette fois-ci qu'on avait quand même les 3 points. Mais c'est le football, donc je pense qu'il nous a manqué un peu d'attention vers la fin et c'est ce qui nous a valu le but. C'est dur à prendre, mais je pense que c'est la loi du jeu. L'adversaire en voulait beaucoup envers les 15 dernières minutes, je pense qu'ils ont été récompensés. Bon, c'est à nous de travailler pour revenir rapidement. C'est vrai que nous avons fait maintenant 4 matchs en moins de 10 jours, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, donc nous allons continuer à travailler en espérant que ça va venir. À l'issue de ce match en retard, Majestic totalise 9 points et le Real du Faso 8 points. Et ce soir pour la Coupe du Monde qui débute dans 72 heures, nous vous résumons l'histoire du Maroc avec cette rencontre mondiale. Cette fois pour la 6e participation, le Maroc est situé dans le groupe F avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Et c'est la Croatie qui sera donc le premier adversaire. Rencontre prévue le 23 novembre prochain. John William Somda. Première nation africaine à passer le premier tour d'une phase finale de Coupe du Monde, le Maroc s'apprête à connaître sa 6e participation à la fête du football mondial. Sensationnel en 1986 où il s'était classé premier du groupe F devant l'Angleterre, le Portugal et la Pologne, les Lions de l'Atlas avaient finalement cédé sous les coups de boutoir de Lothar Matthäus en 8e de finale. Depuis lors, la sélection chérifienne a connu 3 autres participations à la Coupe du Monde. Pour la 6e à venir, les Lions sont logés dans le groupe F, comme en 1986, en compagnie de la Croatie, de la Belgique et du Canada. Dans un groupe aussi relevé qu'abordable face aux vice-champions en titre croate, aux revanchards Diable Rouge de la Belgique et aux Canucks du Canada, les Marocains tenteront de faire mieux qu'en 2018 en Russie. Défi palpitant et alléchant pour les Lions de l'Atlas qui compteront sur le meilleur des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Walid Regragui. À 47 ans, l'ancien coach du Wydad de Casablanca pourra compter sur des garçons d'expérience. Si Amin Harit est d'ores et déjà forfait, Walid Regragui pourra compter sur des garçons comme Achraf Hakimi du PSG, Hakim Ziyech du Chelsea et Nousser Mazraoui du Bayern Munich. Pour revenir à la phase finale de la Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas débuteront leur aventure face à la Croatie le 23 avant de défier l'ogre belge le 27 novembre puis de boucler le premier tour le 1er décembre face au Canada. Seul le représentant du continent en 1970, les Lions de l'Atlas avaient atteint les 8e en 1986 en dominant notamment le Portugal 3-1 au Qatar. Il s'agira de se présenter comme les dignes héritiers de Badou Zaki, Meri Krimo et Abdulaziz Bouderbala. Et puis dans le reste de l'actualité, en début de semaine, les Royaumes-Unis et la Côte d'Ivoire ont annoncé le retrait de leurs troupes du territoire malien dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le Mali, donc MINUSMA. Le Royaume-Uni, qui avait déployé 250 hommes depuis 2020, dans ses justifications fait cas de la présence du groupe Wagner au Mali. Dans le pays, des observateurs de la vie politique ont réagi à ces retraits au micro de notre correspondant Borema Soulo. Non, je réagis de façon favorable à cette nouvelle parce que tout cela augure du fait que, bon, diplomatiquement, tout n'est pas ouvert entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cela est dû simplement parce que le Mali pense à tort ou à raison que la Côte d'Ivoire roule pour la France et dès lors qu'on n'est pas d'accord avec la France, il va sans dire que les alliés aussi, par ricochet, on n'est pas d'accord avec eux. Donc quand vous regardez jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'affaire des mercenaires ivoiriens n'a pas été élucidée parce que la Côte d'Ivoire proteste, mais jusque-là n'apporte pas de preuves conséquentes pour dire effectivement que ces éléments appartiennent à la National Support Element. Donc jusque-là, ce problème n'est pas du tout résolu, donc il va sans dire
dire que l'un dans l'autre, les crises, on va de mal en pis. Effectivement, la finalité, c'est que l'aménagement, dans une certaine mesure, va forcément quitter le Mali. Effectivement, ce retrait-là n'est pas toujours, enfin, c'est pas aujourd'hui la bienvenue, parce que imaginez très bien que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des pays amis, c'est des pays frères. Donc, on s'est dit que les militaires ivoiriens, les contingents ivoiriens sont quand même de même à mesure de faire face mieux, effectivement, aux problèmes sécuritaires du Mali que d'autres contingents, pour la simple raison que le Mali et la Côte d'Ivoire sont quand même des pays qui partagent le même, non seulement les mêmes frontières, mais le même espace socio-économique, tel que la CEDEAO, par exemple. Donc moi, je pense que la gestion de la crise malienne doit être beaucoup plus endogène, beaucoup plus régionale et sous-régionale que l'intervention d'autres forces, quoi. Donc aujourd'hui, c'est quand même j'apprends ça avec assez de tristesse, le retrait des forces de la MISMA, le contingent ivoirien. En termes d'impact économique, le retrait de 900 soldats d'une localité ou d'une région va forcément avoir un impact économique sur la région, parce que c'est quand même 900 personnes qui s'approvisionnent, 900 personnes qui font des achats, 900 personnes qui créent de la valeur ajoutée dans les économies où ces hommes sont positionnés. Donc sur le plan économique, ça peut avoir un impact. Maintenant, pour ce qui est des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a un lien très fort entre les deux pays. Et ces liens, aujourd'hui, est certes quelque peu mis à mal, mais c'est un lien qui va résister aux sauts d'humeur ou aux considérations d'ego des deux chefs d'État sur fond de prise de position entre puissances, sur fond également de guerre froide. Aujourd'hui, le Mali a clairement pris position pour un partenariat solide avec la Russie, et la Côte d'Ivoire est dans une logique quand même de partenariat et de concrétisation, ou si vous voulez, de sauvegarde de partenariat avec un pays comme la France, avec les Occidentaux de manière générale, ce qui rend encore plus difficile, on va dire, les retours à la normalité en termes de relations entre les deux pays. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur votre télé. Bonsoir.